Aujourd'hui, entre parole et action. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours intéressé au rôle d'une psychoéducatrice ou d'un psychoéducateur en milieu scolaire. Et c'est pourquoi, pour répondre à cette question existentielle, que nous avons envoyé sur le terrain notre équipe de chercheurs de renommée internationale, Fred Langlois, notre intervieweur, et Maxime Galland-Lapointe, aussi connu sous le nom de Maxime Guim, notre caméraman expert. L'école secondaire La Ruche comporte près de 1500 élèves. C'est la seule école publique dans la grande région du Memphremagog, une région rurale et un peu défavorisée, et donc attire la quasi-totalité des enfants en région. Cette école comporte 2 psychoéducateurs employés à temps plein. En entrevue, Madame Marie-Catherine Miller, psychoéducatrice depuis 13 ans, et à l'emploi de l'école La Ruche depuis maintenant 9 ans. Frédéric, c'est à vous. C'est quoi le rôle exact du département de psychoéducation à l'école secondaire La Ruche? Qu'est-ce que vous faites à La Ruche? En fait, en psychoéducation, au départ, on travaille avec les jeunes qui ont des troubles de comportement qui sont identifiés. Troubles de comportement ou troubles graves de comportement. On travaille en individuel, au niveau de la famille. On va chercher des partenaires externes. Mais on travaille aussi en coaching avec les enseignants. Pour s'assurer que, dans le fond, les jeunes soient capables de ne pas désorganiser les groupes, puis soient capables d'apprendre, puis soient capables d'être en relation positive avec les autres. Une journée type pour une psychoéducatrice ici à La Ruche, ça a l'air de quoi, exactement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Dans le sens que c'est impossible de se prévoir une journée. Il y a tout le temps quelque chose d'inattendu qui arrive. Les jeunes en troubles de comportement sont connus pour leur caractère imprévisible, impulsif. Donc, dans le fond, on peut se prévoir des rendez-vous avec des jeunes, mais en même temps, on ne sait jamais lequel va avoir des besoins spontanés. Donc, c'est des rencontres individuelles, c'est aller rencontrer les enseignants dès qu'on a des occasions, des pauses, tout ça, pour pouvoir aller chercher de l'info, voir comment les jeunes se comportent, appeler les parents, les partenaires à l'externe. En fait, il y a beaucoup, c'est multitâche. Il y a beaucoup de communication autour d'un jeune, parents, maison, intervenants, enseignants à l'école, les autres intervenants à l'école aussi. C'est ça, beaucoup de variété de tâches. D'accord. Puis, tu parlais d'intervention avec les élèves. Tu passes combien de temps à peu près par semaine en intervention directe avec un élève? Beaucoup. Beaucoup? Oui, beaucoup, parce que ça va être autant dans le bureau que dans les corridors, en intervention indirecte, qu'on appelle. Là. Mais dès que je circule, je parle avec les gens, je me fais apostropher, je prends le temps, on regarde les choses. Il y a plein d'informations que je ramasse de cette manière-là. Mais dans le bureau, là, en fait, on a 5 périodes par jour. C'est au moins un jeune par période. Des fois, ça peut être 2 jeunes par période. Des fois, des périodes où j'en vois pas, mais dans ce temps-là, c'est parce que j'ai des rapports à faire, j'ai de la communication téléphonique à faire, mais je dirais quoi, certainement 3 heures par jour en contact direct avec les jeunes. Ouais. Au moins 3 heures par jour. Je sais aussi que vous faites des plans d'intervention beaucoup, avec la direction, les parents, etc., pour les élèves. Passez combien de temps à peu près là-dessus, les plans d'intervention? Pas assez. Pas assez? Je n'ai pas le droit de dire ça, mais c'est la réalité. En fait, un plan d'intervention, dans le fond, on n'a pas besoin d'en faire un à toutes les années. On a besoin d'en faire un, de le refaire, de le réviser à partir du moment qui est plus adapté aux besoins du jeune. Donc, si le trouble de comportement a les mêmes sources, a les mêmes symptômes, a les mêmes choses à travailler, dans les faits, on peut reconduire d'une année à l'autre le plan d'intervention.
Mais pour tous nouveaux jeunes, il faut un plan d'intervention pour toute situation nouvelle, il faut réviser le plan d'intervention. OK. Je vais faire aussi, je vais m'asseoir avec les profs en adaptation scolaire. Tous les jeunes en adaptation scolaire se doivent d'avoir un plan d'intervention annuel. Donc, moi, je m'assois avec les classes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je suis associée. Puis, dans le fond, à ce moment-là, on passe tous les jeunes, on s'assoit des demi-journées de temps, puis on fait le plan d'intervention comportementale et pédagogique en même temps. On fait un combo des deux. Puis, as-tu un exemple type d'un plan d'intervention, mettons, qu'on voit souvent, ou des genres de trucs, ça a l'air de quoi un plan d'intervention? Un plan d'intervention, on parle toujours des capacités, des forces de l'élève, on parle toujours des besoins de l'élève. C'est là-dessus, dans le fond, qu'on va se baser pour être en mesure de choisir les objectifs puis les moyens avec lesquels on va travailler. Parce que si on prend des moyens qui ne parlent pas du tout aux jeunes, si on dit, mettons, je sais pas moi, développer des relations harmonieuses avec les pères et les adultes, puis qu'on sait que c'est un enfant qui est antisocial, ben, les moyens qu'on va prendre, ce ne sera pas les mêmes que pour quelqu'un qui a déjà des capacités relationnelles. Okay. Il faut être capable de se baser sur c'est quoi les qualités et les forces que la personne a déjà pour être en mesure d'avoir des moyens qui vont être parlants pour lui. Une vie en tant que psychologue dans un travail de psychoéducation, ça doit arriver qu'il y a des cas qu'on échappe, des enfants, des élèves qu'on perd pendant le programme. On vit ça comment en tant que psychologue quand c'est l'étudiant qu'on intervenait avec? Ben, c'est sûr qu'on ne vit pas ça bien. C'est pour ça qu'avec le temps, avec l'expérience, on apprend à s'engager, mais à s'engager différemment. Okay. Dans le sens qu'au début de carrière, on a l'impression que c'est notre responsabilité, que c'est notre faute, c'est nous autres, dans le fond, qui n'ont pas été capables de mettre les bonnes interventions, les bonnes attentions, les bonnes énergies au bon temps ou en bonne quantité. Quand dans les faits, la personne qui fait toute la différence dans une intervention, c'est la personne qui est au centre. C'est le client, c'est le jeune. Si le jeune n'est pas prêt, si le jeune n'a pas envie, si le jeune n'est pas disponible, on a beau faire la meilleure des interventions, il n'y a rien qui va fonctionner. Puis, on sait qu'il y a une grosse difficulté en insertion professionnelle au niveau de l'enseignement. Je veux dire, c'est vraiment très difficile de rentrer dans le milieu, c'est très, très déjà installé. Tu arrives, puis c'est beaucoup de travail, beaucoup de planification pour un enseignant. Puis, il y a beaucoup de trucs à savoir, de choses à voir. Il y a les intervenants à voir, la direction, etc. Y a-t-il quelque chose de mis en place ici à La Ruche ou dans les écoles en général pour aider les enseignants qui sont en insertion professionnelle à créer le lien avec le département de psychoéducation ou les intervenants en général, comme pour faciliter le merge, si je peux pas mettre l'anglicisme, faciliter l'intégration, l'introduction? Ben, je pense que par les rencontres de concertation, dans le fond, on devient facilement visible. Ça fait qu'on devient peut-être aussi accessible. En fait, c'est vraiment en fonction des groupes aussi, puis des élèves qui sont associés dans les groupes. Moi, j'ai des nouveaux profs qui sont dans l'école, en adaptation scolaire. Je suis responsable du groupe. La moitié du groupe, je les ai suivis. C'est sûr qu'on se parle à tous les jours. La connaissance que je vais avoir, la collaboration qu'on va avoir ensemble va être beaucoup plus étroite qu'avec un enseignant, par exemple, que dans son groupe en secondaire 4, n'a aucune difficulté, aucune problématique. Parce que si on se croise, ben, on va se parler, on va se voir en concertation, on va échanger de d'autres manières. S'il y a des besoins, ben, il y aura quelque chose qui se passera là. Mais en même temps, c'est sûr que ça va avec l'offre et la demande. Non, c'est ça. Vous ne courez pas après, s'il y a besoin, ça va se faire. C'est ça. De quelle façon ils interviennent dans le milieu scolaire, avec les psychologues dans le milieu scolaire, l'ordre des psychologues scolaires? En fait, l'ordre est là surtout pour assurer une protection pour le client. Un ordre professionnel, c'est toujours pour assurer une protection pour le client à la base. C'est sûr que pour ça, ben, pour nous, au niveau plus direct avec les psychoéducateurs, ils nous offrent des formations, ils nous offrent aussi des supervisions, ils vont nous offrir aussi des évaluations. On peut se faire évaluer aux 7 ou aux 10 ans là, de manière aléatoire. Ils nous envoient des formulaires, on répond aux questions, ensuite de ça, ils nous annoncent qu'il va y avoir une visite, on doit présenter, dans le fond, en fait, ils fouillent dans
dans le placeur, dans les caisses là. Ils prennent 5 dossiers au hasard, puis ils regardent les dossiers, voir comment ils sont montés, comment on intervient, les plans d'intervention, est-ce que tout est conforme, est-ce que tout est là. Puis ensuite, ils nous recommandent des choses. Il y a des entrevues dirigées aussi, questions directes pendant une heure et demie de temps pour voir c'est quoi notre environnement, c'est quoi notre contexte, comment on travaille, c'est quoi nos facteurs facilitants, nos facteurs qui sont plus difficiles aussi. Puis essaie de voir si on peut améliorer notre pratique. Un gros soutien dans le fond pour s'assurer que vous soyez apte à faire un très bon travail avec les Oui, à faire dans les meilleures conditions possibles, puis pour répondre le mieux possible aux besoins des clients aussi. It's Pikachu! Cool. Génial, merci.